Marie-Joie sous embargo, deux amiraux face au commandant révolutionnaire ou encore l'apparition des chevaliers divins gardiens de l'ordre. Quel chapitre! Salut, c'est Sencho et bienvenue dans la review de l'excellent chapitre 1083 de One Piece où la fin de l'œuvre semble enfin se dessiner. Commençons par l'élément majeur de ce chapitre, l'attaque des révolutionnaires. Marie-Joise étant située au sommet de Red Line, on avait déjà cette scission des dragons célestes qui vivent dans un monde à part au-dessus des autres. Mais avec ce chapitre, on comprend le choix de Dragon. Il ne souhaite pas monter sur la Terre Sainte, mais plutôt faire redescendre ses habitants. Symboliquement, c'est fort. D'un côté, on a les dragons célestes, de l'autre, le chef de l'armée révolutionnaire, Dragon, le dragon qui a mis de côté l'aspect céleste. En effet, ce dernier leur donne une leçon d'humilité. Lui qui garde les pieds sur terre souhaite les ramener à leur condition de simples êtres humains. Pour les Tenryubito, jamais l'expression tomber de son piédestal n'a été aussi vraie. Mais pour ce faire, l'armée révolutionnaire s'est fixé trois objectifs. D'abord, la récupération de Kuma, ancien commandant et ami, cela pourrait renforcer leur puissance. Ensuite, la destruction du symbole des Tenryubito, rappelons la déclaration de guerre de Luffy face au gouvernement mondial à Enies Lobby. Et surtout, la destruction des réserves alimentaires. Les leaders de l'armée révolutionnaire le disent, Marie-Joise est désormais sous embargo. Encore une fois, le symbolisme est beau. Le GM, et par extension la Terre Sainte, existe uniquement au travers des autres nations. C'est grâce à leurs ressources et aux tribus célestes que le gouvernement mondial tient debout. Finalement, bien que les plus hauts aristocrates de ce monde méprisent totalement toutes les autres créatures, ils sont en réalité ceux qui en dépendent le plus. Ils sont incapables de réaliser n'importe quelle tâche, même les plus simples. Que ce soit les esclaves qui les transportent, les soldats qui les protègent, mais aussi et surtout les nations qui les financent. Mais que se passera-t-il si tous les pays refusaient de participer à ce système? C'est bien simple, le gouvernement s'effondrerait. On s'en rend bien compte ici, le pouvoir appartient en réalité aux gens. Et si le monde de One Piece commençait à tendre vers une forme de démocratie, littéralement pouvoir au peuple. De plus, tout comme pour Elbaf, les Mugiwara n'iront certainement pas à Marie-Joise, ou en tout cas, pas dans le cadre d'un arc entier. En effet, chaque arc de One Piece s'accompagne d'une exploration et d'une découverte de l'île en question. Ceci est une phase presque caractéristique de l'œuvre qui renforce le sentiment d'aventure. Ayant déjà exploré la Terre Sainte au travers de la rêverie, cela n'aurait aucun intérêt pour les lecteurs de redécouvrir l'île au travers des yeux des chapeaux de paille. Mais avec ce dernier chapitre, le monde entre dans une nouvelle configuration. L'île Sainte n'étant plus du tout à l'abri, et si le QG du gouvernement mondial changeait d'emplacement. Au-delà d'offrir un nouveau territoire à explorer, cela permettrait d'avoir un arc à part entière dessus, avec la présence des protagonistes. Les événements de Marie-Joise ont également été l'occasion de revenir sur les personnages de Fujitora et Ryokugyu. Cela a été l'occasion d'insister à nouveau sur le non-manichéisme de l'œuvre. Si les héritiers des royaumes fondateurs sont très caricaturaux, ce n'est pas le cas des plus puissants éléments de la marine. Eux qui sont censés incarner la justice essayent de protéger les civils face aux révolutionnaires qui viennent semer le chaos et l'anarchie. Et cela pourrait être exploité avec le personnage de Ryokugyu. Non seulement les Tenryubito gênent les amiraux, mais ils ne montrent également aucune reconnaissance envers ces soldats qui se battent pour les défendre. C'est ce que l'on voit lorsque l'un d'entre eux hurle sur le taureau vert. Est-ce que cela ne serait pas fait dans l'optique de mettre une opposition entre les amiraux et les dragons célestes? Nous avions déjà eu cela avec le personnage de Garp qui rejetait catégoriquement le titre d'amiral pour ne pas être aux ordres de la noblesse mondiale. Mais si, cette fois, on avait un amiral qui se retrouve confronté à cette situation et son rang ainsi compte. À la manière de Fujitora, qui en discutant avec Smoker avait ouvert les yeux, lol, sur la corruption du système des capitaines corsaires, et on était alors arrivé à la conclusion qu'il fallait éradiquer les Shichibukai. Nous pourrions avoir le taureau vert qui, en étant en contact de l'incarnation de l'avidité humaine, s'apercevrait de leur absence de légitimité à bénéficier de tous les avantages dont ils disposent. Il se mettrait alors à s'opposer à la noblesse mondiale. On aurait ainsi les deux nouveaux monstres de la marine que sont Fujitora et Ryokugyu, porteurs de changements tels la jeunesse face à l'ancien monde incarné par les deux anciens amiraux qui sont Akainu et Kizaru, beaucoup plus figés. Bon, en restant lucide sur ce point, Koby et l'ensemble des Swords semblent quand même bien mieux incarner cette jeunesse que Fujitora et Ryokugyu. Viennent ensuite les Chevaliers Divins. Pourquoi avoir introduit cela? Qui plus est aussi tardivement dans le manga. À l'aube de cette saga finale, il serait préférable de ne pas introduire de nouveaux éléments. Il y a déjà trop de points à gérer d'ici la fin du manga, et en voir de nouveau est assez peu rassurant. Les risques de plot hole et de non-respect du principe de fusil de Chekhov s'amplifient à chaque fois. Si cela vous intéresse, j'ai fait une scène analyse sur le sujet. Mais pour résumer, le principe du fusil de Chekhov est un principe narratif selon lequel un élément dans une histoire ne doit être introduit
que si ce dernier aura une utilité. En ayant cela en tête, on peut se poser des questions sur la résolution des nombreuses intrigues introduites tout le long du manga. Pourront-elles toutes être résolues d'ici la fin de l'œuvre? Cela semble assez compliqué. On peut toutefois noter que parmi les chevaliers divins, il y a un personnage à l'allure de Shanks. L'auteur joue sur la hype. Ce flou est laissé là intentionnellement pour alimenter les débats autour du personnage. Je pense qu'il est encore trop tôt pour y répondre catégoriquement, mais on peut se poser la question suivante. Si Shanks est un chevalier divin, qu'est-ce que ça raconte? La principale bonne raison est que cela contribuerait à la convergence, c'est-à-dire le fait de regrouper les différentes intrigues. Shanks serait amené à jouer un rôle au sein du conflit armé révolutionnaire contre le gouvernement mondial, tout comme il l'avait fait d'ailleurs entre Barbe Blanche et la marine à Marineford. À côté de cela, ça permettrait de justifier le statut du personnage, c'est-à-dire d'expliquer ses interventions, que ce soit à la rêverie ou à Marineford, toutes les deux accompagnées d'une même réplique de la part du Gorosei ou de l'amiral en chef Sengoku, c'est d'accord puisque c'est toi. Enfin, cela permettrait d'introduire un élément en moins, ce qui, en pleine saga finale, n'est pas plus mal. On peut également relever la gestion du temps. L'attaque de Marie-Joise a eu lieu un mois avant les événements actuels. Pourquoi l'avoir précisé? Est-ce que cela est fait pour dire que Sabo a eu le temps de progresser depuis Dressrosa, un peu à la manière de Luffy, et donc justifierait son titre d'empereur des flammes? Est-ce que c'est pour réussir à situer l'événement par rapport aux autres chamboulements qui ont retourné le monde de One Piece, comme la chute de Kaido et de Big Mom, ou encore l'incident à venir d'Egghead? On verra bien, mais comme à leur habitude, les chapitres marqués par l'absence des Mugiwara sont porteurs d'un très bon rythme. Il se passe beaucoup de choses, l'auteur se concentre sur l'essentiel et on sent une réelle avancée dans le manga. Les choses changent, notamment les personnages, il y a de la bonté en chacun, et c'est en affrontant Luffy que celle-ci apparaît. Luffy aura réussi l'exploit de changer à nouveau un pirate tyrannique à la tête d'un pays en un être sensible à l'écoute de la nature. From Shishibukai to gardien animalier. Bon, vous l'aurez compris, cette dernière partie était du troll. J'espère que cette review vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager et à me faire part de votre avis en commentaire. Le petit abonnement fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!